Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. À la une de l'actualité de ce mardi 13 mai, la révolution de l'imprimante 3D, la machine qui chamboule le monde industriel, les reliques de Jean-Paul II dans le département pendant 3 jours, et puis les élections européennes approchent à grands pas, Jean-Marc. Et oui, vous le savez, dans un peu plus de 10 jours auront lieu ces élections. Dans le sud-ouest, le front de gauche est représenté par Jean-Luc Mélenchon. Et le numéro 3 de sa liste, c'est Manuel Bompard. Vous l'avez interrogé aujourd'hui, Jérôme. Écoutons-le. Alors Manuel Bompard, le front de gauche est crédité de 8% aux européennes. On sait que l'abstention risque d'être très forte. Est-ce que vous espérez déjà un meilleur score? Et est-ce qu'à votre avis, cette abstention va être la pièce maîtresse de ce scrutin? L'abstention sera forcément la pièce maîtresse de ce scrutin. Les enquêtes d'opinion démontrent qu'on va être sur des taux d'abstention, des records jamais atteints. C'est pas une bonne nouvelle pour nous, donc on est en campagne et on essaie justement d'aller convaincre les citoyens de se déplacer pour cette élection qui est importante. Après, est-ce qu'on espère un meilleur score que 8%? Oui, l'objectif du front de gauche, c'est de faire d'abord le score le plus important possible, mais on espère au moins dépasser le score à 2 chiffres, qui est un symbole important. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez en tête de liste. Évidemment, c'est une figure de la politique nationale. Le PS, en revanche, et notamment dans la région, a mis des personnes qui ne sont pas très connues. À votre avis, ça vous avantage ? Je pense que le Parti socialiste fait tout pour que ce scrutin n'ait pas valeur de test national. Or, au-delà des enjeux européens qui sont des enjeux importants, les électeurs sont aussi appelés à se positionner par rapport à la politique mise en place par le gouvernement. Donc pour nous, c'est sûr que cette élection, elle est un test national, et donc la présence de Jean-Luc Mélenchon aura cette signification-là aussi. Est-ce que les électeurs de gauche qui ne sont pas satisfaits par la politique du gouvernement, ils peuvent trouver un autre parti plutôt que de se retrouver à droite ou à l'extrême droite? Je pense que c'est aussi la question qui est posée. Justement, l'extrême droite Marine Le Pen est très haute dans les sondages. On estime que normalement le FN devrait être le premier parti de France sur les européennes. J'imagine que ça ne vous fait pas tellement plaisir. Non, ça ne nous fait pas plaisir. Après, la question est d'aller s'attaquer aux causes de cette situation. Pourquoi le Front National est annoncé avec des niveaux aussi hauts? Je pense qu'il y a une politique gouvernementale qui a été élue, un président de la République a été élu pour mener une politique de gauche sur la question sociale notamment, qui tourne le dos à ces promesses de changement, et malheureusement c'est ça qui crée les germes de la progression du Front National. Donc il est urgent de réorienter, d'avoir une politique qui répond vraiment aux aspirations sociales des citoyens, sinon bien évidemment le Front National va continuer de monter. Est-ce que vous avez l'impression, en 2005 on le sait, le Front de gauche était contre le traité constitutionnel, et puis les Français étaient également contre, et puis patatras, il y a eu le traité de Lisbonne. Et est-ce que les Français ne se sont pas sentis un petit peu floués par ce traité simplifié? Et est-ce que ça ne crée pas une certaine défiance et qui va générer finalement une grosse abstention le 25 mai? C'est clair que ça fait partie des causes majeures et des raisons majeures pour lesquelles l'abstention va être importante, puisque vous faites un référendum, les Français se positionnent contre ce traité et finalement il revient par la fenêtre sous une forme à peine déguisée. Donc clairement ça fait partie des sujets. Le problème c'est qu'on continue dans cette dérive, parce que notamment dans les enjeux de cette élection européenne, il y a la question du grand marché transatlantique dont on parle assez peu dans les médias, mais qui est l'idée d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, et qui, pour l'instant, les discussions se font en catimini totale, alors que les citoyens ne sont pas informés, ne sont même pas amenés à se prononcer, alors que ce traité aura des conséquences extrêmement importantes. Donc encore une fois, la construction européenne tourne le dos aux aspirations démocratiques les plus élémentaires, et la question qui est posée, c'est comment la souveraineté populaire, on redonne tout son sens à cette question de la souveraineté populaire qui est complètement bafouée aujourd'hui par la construction européenne. Vous êtes pour une Europe fédérale vous-même? Non, je crois qu'aujourd'hui malheureusement l'européenne devait être un rêve et c'est devenu un cauchemar, donc maintenant il faut tout recommencer à zéro. Donc moi je suis pour une rupture radicale avec l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, reprendre les choses en main, en finir avec les politiques d'austérité qui sont mises en place partout en Europe, et reconstruire une autre forme d'Europe. Mais dans tous les cas, pour l'instant il faudra rompre avec celle-ci, parce que cette construction-là, totalement antidémocratique, et ne rencontre plus du tout l'adhésion des citoyens. Est-ce que vous êtes pro-européen ou anti-européen finalement? C'est compliqué ça dans votre discours. Est-ce que vous êtes l'un ou l'autre?
Non, non, si on doit choisir entre l'un ou l'autre, bien évidemment qu'on est favorable à une forme d'Union européenne, mais on est complètement en désaccord radical avec l'Union européenne telle est construite aujourd'hui. Donc c'est pas si compliqué que ça. Mais l'idée d'accord de coopération entre les peuples à l'échelle du continent européen, c'est une idée qui est une bonne idée. Le problème, c'est qu'elle a été complètement bafouée par à la fois une union purement économique, des accords de libre-échange et de la concurrence libre et non faussée, et par une construction démocratique complètement éloignée des citoyens. Donc au contraire, parce qu'on est attaché à l'idée de coopération entre les peuples, il faut construire l'Europe autrement et donc il faut rompre avec cette Europe-là telle qu'elle est aujourd'hui. J'imagine que l'harmonisation sociale, qui est aussi l'un des grands enjeux de l'Europe, cette harmonisation sociale qui n'arrive pas à se faire en Europe est vraiment problématique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une harmonisation sociale, écologique, mais elle se fait par le bas. Quand je parlais tout à l'heure du grand marché transatlantique, l'accord de libre-échange, en gros, et ça correspond à dire que l'ensemble des normes sociales, écologiques qui sont en place aujourd'hui en Europe peuvent être attaquées par les multinationales américaines. Donc ça, c'est des questions extrêmement importantes. Et aujourd'hui, on a plutôt l'impression que l'harmonisation sociale, fiscale et écologique se fait par le bas et qu'au contraire, on aurait besoin de tirer tout ça vers le haut. Donc c'est une question extrêmement importante. On en est très loin aujourd'hui. La première chose à faire, c'est de refuser ce grand marché transatlantique. Et le 25 mai, ça sera aussi un référendum contre le GMT. On casse tout finalement, c'est ça? Non, on casse pas tout, mais on casse cette construction-là qui va complètement... D'ailleurs, les Français, c'est ce qu'ils ont demandé, puisqu'ils se sont exprimés contre cet accord, en 2005, contre cette Europe-là telle qu'elle est construite aujourd'hui. Donc il faut en finir avec ça et il faut reprendre une autre forme de coopération. Mais l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, il faut tourner la page une bonne fois pour toutes, oui. Merci Manuel Bompard. On rappelle que le 20 mai, vous serez aux côtés de Jean-Luc Mélenchon pour un meeting qui aura lieu salle Mermoz. Voilà, et avant Jean-Luc Mélenchon, salle Mermoz, il y aura jeudi 15 mai Michèle Alliot-Marie, la première sur la tête de liste pour les européennes, accompagnée de Jean-François Copé à 19h30. Mais si je vous dis 3D, Jérôme? Cinéma? Eh bien non, c'est l'imprimante 3D. C'était la star aujourd'hui de la journée spéciale concoctée à l'ICAM sur la recherche et l'industrie à l'école d'ingénieurs. Cette imprimante constitue une vraie révolution industrielle. Pièces, vêtements et même nourriture. Oui, c'est nouveau. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises y voient un changement radical de conception. De plus en plus de particuliers s'y mettent également et investissent dans cette machine. Marianne Ribaud et Aurélio Roda. Malgré sa naissance en 1988, c'est seulement depuis 2 ans que l'imprimante 3D est accessible au grand public. Pour 300 €, il est désormais possible de fabriquer chez soi de simples objets de décoration. Mais cette révolution entraîne des problèmes de sécurité et de contrefaçon. La démocratisation à l'échelle des foyers va poser beaucoup de problèmes au niveau éthique, propriété intellectuelle, ce genre de détails. Et à côté, dans les applications industrielles, on va assister notamment à une perte de savoir-faire. Je pense notamment aux soudeurs avec les impressions métal qui vont nous permettre de fabriquer des pièces très complexes. Cette perte de savoir-faire, cette perte de l'humain dans la création, on en est encore très très loin et ce n'est pas les premiers problèmes que vont poser l'impression 3D. Je pense plus aux problèmes de sécurité de la personne, de contrefaçon. L'imprimante 3D assemble successivement des couches d'un matériau qui forment après quelques heures l'objet demandé. Plastique, aliments, métal et même vêtements, tout est imprimable. L'utilisation de cette invention n'étant ni réglementée ni contrôlée, il est donc possible de tout imprimer. Cette technologie est prometteuse, mais avec une menace sur l'emploi. Évidemment, on est quand même dans un process de robotisation, c'est-à-dire que ça fabrique à la place de l'humain. Évidemment, ça va créer de l'emploi pour tous ceux qui vont se mettre à la modélisation, à la création et à l'invention de divers objets. Mais on est bien conscient que ça va avoir des répercussions sur d'autres domaines tels que la logistique. Après Gutenberg, l'électricité et Internet, l'imprimante 3D est l'invention du XXIe siècle. Malgré son côté ludique, quelles seront les conséquences sociales d'une telle invention ? Et puis, autre révolution, celle du graphène. Alors, il s'agit d'une nanoparticule, évidemment invisible à l'œil nu et qui a de gros avantages en termes de nanotechnologie. Et oui, le graphène existe depuis une dizaine d'années et intéresse de nombreux chercheurs. Un colloque international lui a d'ailleurs été consacré il y a quelques jours à Toulouse. Le graphène a de nombreuses qualités et est utilisé dans des applications, notamment dans le domaine aéronautique. Sophie Voinis s'est rendue ce matin au CNRS. Là-bas, on met le graphène à rude épreuve, vous allez voir.
Il est tout autour de nous, à commencer par la pointe de votre crayon, dans le graphite. Le graphène est un regroupement d'atomes en forme de nid d'abeille. Il fait l'objet depuis une dizaine d'années de multiples recherches. Ici, par exemple, on va appliquer au graphène un champ magnétique très intense, dans des conditions extrêmement froides, proches du zéro absolu, et qui vont permettre aux chercheurs de sonder ses propriétés. Il a un ensemble de propriétés qui répondaient à des attentes de bien des communautés scientifiques et industrielles également. Des propriétés électroniques, c'est un bon conducteur, mais également transparent, ce qui en fait un matériau de choix pour les électrodes transparentes de nos écrans actuels, par exemple téléphone ou ordinateur, mais également écrans du futur qui seront flexibles puisque le graphène est un monofeuillet d'un atome d'épaisseur et qui est donc très flexible et on pourrait envisager de le mettre sur des feuillets de plastique et en faire des écrans flexibles à ce moment-là. Le graphène ne se voit pas à l'œil nu. Nous sommes donc dans le monde des nanotechnologies et même des picotechnologies, le picomètre étant 1000 fois plus petit que le nanomètre. Ici, on poursuit des objectifs à très long terme. En regardant les propriétés du graphène à des dimensions aussi petites, nous quittons la physique classique et abordons la physique quantique. Et les propriétés à ces dimensions-là dépassent ce que l'on a actuellement, par exemple, dans nos transistors. Et nous envisageons ici des applications ou des méthodes de traitement de l'information d'ici 20 ou 30 ans en utilisant une physique différente. Le graphène intéresse également l'industrie aéronautique. Airbus observe notamment ses propriétés conductrices et sa grande robustesse mécanique utilisable pour le fuselage de ses avions. Certains fabricants de téléphones, notamment en Corée, utilisent déjà les propriétés du graphène dans la composition des écrans. Le graphène pourrait bien investir un grand nombre d'applications à l'avenir, d'autant que ses coûts de production sont très compétitifs. En 2013, l'Union européenne a d'ailleurs décidé d'investir 1 milliard d'euros dans les programmes de recherche sur le graphène. À Toulouse, il occupe aujourd'hui les esprits de 200 chercheurs. Airbus Group est en forme. Au cours du premier trimestre 2014, le géant européen de l'aérospatiale et de la défense a connu une hausse de 93% de son bénéfice net à 439 millions d'euros. Le titre s'est envolé et a gagné près de 5% en bourse. De bons résultats malgré des commandes en baisse du côté d'Airbus, 103 appareils au premier trimestre contre 410 un an plus tôt. Il faut dire que l'année 2013 avait été, selon les spécialistes, exceptionnelle. 2 semaines après la canonisation de Jean-Paul II, les reliques de l'ancien pape sont arrivées hier soir à Balma. Elles seront exposées dans diverses paroisses de Haute-Garonne jusqu'à demain. Et oui, ces reliques sont arrivées sous escorte hier et ont été accueillies par un aumônier militaire. Un événement pour les fidèles venus en nombre pour une soirée spécialement dédiée à Jean-Paul II et à la prière. Il est 20h, convoyées par la gendarmerie, les reliques de Jean-Paul II arrivent à l'église de Balma. Elles appartiennent au diocèse des armées. Le père Baptiste, le curé de Balma, aumônier de la garnison militaire de Toulouse, préside cette cérémonie qu'il a souhaité offrir à ses paroissiens. Le reliquaire renferme une mèche de cheveux et un petit morceau de la soutane que le pape portait lors de l'attentat dont il a été victime en mai 1981. Les reliques, si vous voulez, ne sont que le signe de sa présence, mais l'essentiel c'est la pensée que l'on laisse. Regardez, c'est vrai pour les gens, la mort n'a jamais eu le dernier mot sur l'amour, c'est pas possible. Et quand quelqu'un vient à nous précéder, je dis pas quitter parce que je ne crois pas que la mort existe, l'amour ne meurt pas, eh bien on continue de vivre avec pendant des années, et c'est ce que nous ferons ce soir, quoi. Pour nous, Jean-Paul II, à travers son message, à travers sa pensée, ne mourra jamais, et grâce aux reliques, nous aurons sa présence un petit plus proche de nous. Ce soir-là, à Balma, l'église est pleine. On est venu en famille, entre amis, partager ce témoignage de foi devant les reliques d'un pape considéré comme saint par l'église catholique et comme l'un des meneurs politiques les plus influents du XXe siècle. C'était un homme de paix, il a été blessé, il a pardonné à son bourreau, ça m'a beaucoup ému. Il a rapproché beaucoup d'églises, il a été dans tous les pays du monde. Le rassemblement de la jeunesse, ça a été un point fort. Ces reliques, pour moi, c'est comme s'il était vivant, qu'il venait là, comme quand je l'ai rencontré à Rome. Pour moi, c'est un peu la même chose. Voilà, ce n'est pas du tout de la superstition, un porte-bonheur. C'est quelque chose qui me touche et qu'on ne peut pas facilement exprimer. Voilà. Ça va peut-être intensifier, on va dire, l'accomplissement du vœu. De la requête, peut-être.
Les reliques de Jean-Paul II seront exposées demain, mercredi, à l'église Saint-Joseph au Pont des Demoiselles de 16h à 23h. L'archevêque Monseigneur Le Gall y célébrera une messe à 20h. Signature hier d'un contrat de prêt entre la région et la Banque européenne d'investissement. Oui, cela constitue 200 millions d'euros dans les caisses de Midi-Pyrénées, une somme qui permettra notamment la rénovation de 91 lycées de la région. Les travaux ont d'ailleurs commencé dans l'un d'entre eux, le lycée Saint-Cernin. Valentin Couder et Nathalie Wittezac. Les ouvriers sont à pied d'œuvre tandis que les élèves font cours dans des algécos. Le lycée Saint-Cernin est en pleine rénovation, le premier d'une longue série. Ce contrat de prêt va permettre d'aider à la modernisation d'une centaine d'établissements scolaires. Une action stratégique dans une région qui se veut attractive. Vous avez une région Midi-Pyrénées qui est très peu endettée et donc très crédible pour investir dans les lycées. Donc par définition, c'est une priorité européenne. Grâce à ces visites de chantier, on voit très concrètement à quoi sert l'Europe à préparer l'avenir. L'éducation, une priorité européenne et régionale. Alors ces 200 millions vont être affectés au financement d'opérations de type scolaire. Les lycées, des travaux dans les lycées, des travaux dans le domaine universitaire, rénovation, construction, maîtrise des dépenses d'énergie et accessibilité. Il s'agit du troisième prêt accordé par la Banque de l'Union européenne à la région Midi-Pyrénées. Environ 530 millions d'euros seront nécessaires pour mener à terme ce projet d'envergure. La fin de ces travaux est prévue en 2019. Patois, dialectes, 180 langues disparues ou bien vivantes, voire vivaces, seront à l'honneur dimanche au Forum des langues 2014. Et comme d'habitude, il se déroulera à Place du Capitole. Au programme initiation, chorale d'enfants ou encore jeux sur les alphabets. On écoute Claude Sicre, le père de cette manifestation, au micro de Marlène Canal. Il nous parle de l'invité d'honneur de cette 22e édition, le linguiste Alain Rey. Alain Rey, nous disons Alain Rey, mais c'est Rey. À Paris, ils disent Rey, donc vous pouvez dire Rey. On accepte la pluralité. On l'a choisi parce que c'est un remarquable philologue, et un bon linguiste et un bon étymologiste, et que on aime bien sa manière de parler et sa manière de parler du français. Et on trouve qu'il parle du français avec une grande intelligence. Et que c'est un parmi les spécialistes du français qui en parle le mieux. Ce qu'a fait Toulouse, c'est mettre sur la place publique tous les métèques, tous les étrangers, et de l'intérieur aussi. Et sur la place publique, et que ces gens sont très contents que les Toulousains et les autres s'intéressent à leur pays, s'intéressent à leur langue, s'intéressent à leur culture. Et vice-versa, les autres sont très curieux de ça. Et donc c'est une fête de la xénophilie, on pourrait dire, de la curiosité réciproque et de la découverte. C'est une fête de l'intelligence en fait aussi, de l'intelligence et de la convivialité. D'ailleurs, il y a le bonheur sur le visage de tous les gens des gens qui interrogent, des gens qui répondent. C'est extraordinaire ce qui se passe sur la place du Capitole chaque année. Et sachez que la formule du Forum des langues a fait des émules. 25 villes en France ont repris ce concept, né à Toulouse en 92. Vous connaissez un mot d'occitan ? Capitoli. Pas mal. Vous parlez combien de langues, vous, Jean-Marc ? Au moins 12. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition demain 19h. Je vous rappelle que cette édition est rediffusée à 20h, 20h40, 22h et 23h. Et sur notre site internet www.teletoulouse.fr. Bonne soirée. Adieu.